Les shooters, c'est des très jeunes hommes qui, du jour au lendemain, deviennent tueurs à gages. Il est fier de ce qu'il fait, de ses crimes. Matteo, aujourd'hui, il est soupçonné de 6 assassinats commis en moins d'1 mois pour le compte de la DZ Mafia. Bonjour Vincent, tu viens de signer un livre qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, un livre sur les tueurs à gages. Tu es spécialiste des affaires criminelles, journaliste au service police-justice du Parisien. Ce livre, tu l'as écrit avec deux autres confrères de notre service police-justice, Jérémy Famelet et Jean-Michel Lécugis. Le titre, c'est « Tueurs à gages, enquête sur le nouveau phénomène des shooters ». C'est quoi les shooters ? Les shooters, c'est des très jeunes hommes qui ont entre 15 et 25 ans et qui ont mis leur talent de tueur au service de clans criminels. C'est des jeunes qui parfois sont très peu connus de la justice avant de passer à l'extrémité de devenir tueurs à gages et qui sont recrutés notamment sur les réseaux sociaux, sur des boucles Telegram par exemple, par des clans criminels, souvent à Marseille, pour aller assassiner des rivaux qu'ils ne connaissent pas. Et donc, ils ne sont pas forcément impliqués dans le trafic de drogue à la base. Certains le sont, certains étaient guetteurs sur des points de deal, certains avec des rôles un tout petit peu plus importants, mais ce sont souvent effectivement des petites mains du trafic ou des gens extérieurs au trafic qui, du jour au lendemain, deviennent tueurs à gages. L'une des premières affaires dont tu as parlé dans le Parisien, qui a fait parler, qui a mis en lumière ce phénomène des shooters, c'est celle de Matteo. Il avait 18 ans quand il a été arrêté au printemps 2023, c'était au mois d'avril. En résumé, de quoi il est soupçonné déjà ? Matteo, aujourd'hui, il est soupçonné de 6 assassinats commis en moins d'1 mois pour le compte de la DZ Mafia. Qu'est-ce qu'on sait de son milieu d'origine, de son enfance, de son adolescence, d'où il vient ? Matteo, c'est quelqu'un qui a grandi dans les environs de Marseille et pas, contrairement à beaucoup de personnages de notre livre, dans les quartiers nord. Il a grandi dans une famille plutôt bien sous tout rapport. Une mère qui travaille, un beau-père qui est un cadre d'une grande entreprise. Sa petite fêlure, il en parle en garde à vue, c'est son père qui l'a comme abandonné, dit-il, quand il était jeune. Et à quel moment il a commencé à dériver, à devenir délinquant ? C'est quand il est adolescent, à partir du collège, du lycée, il commence à enchaîner les fugues. Pendant un temps, il est aussi placé. Et pendant qu'il est placé à l'aide sociale à l'enfance, il commence à trafiquer de la drogue dans des cités d'Aix-en-Provence à un niveau tout petit à ce moment-là. Mais assez vite, il fait aussi ses premiers séjours en prison pour mineurs à Marseille. Quand il sort de la prison juvénile, il a 17 ans et il est déjà bien implanté dans le trafic de stupéfiants parce qu'il est arrêté quelques mois plus tard en région parisienne alors qu'il vient d'effectuer une livraison de plus d'1 kilo de cannabis. Et il va faire un séjour en prison à Fresnes en 2022 et c'est là qu'il rencontre un caïd qui le prend sous son aile. En tout cas, selon son récit, qui est capté par des écoutes téléphoniques alors qu'il est en prison, c'est effectivement comme ça qu'il tombe dans la très grande délinquance. C'est que à Fresnes, il rencontre un trafiquant et quand il rentre chez lui à Gardanne quelques mois plus tard, ce trafiquant propose de lui avancer du cannabis. Visiblement, au moment de rembourser, il y a un problème. Et Matteo explique notamment à sa petite amie qu'à ce moment-là, on l'a obligé, on lui a fait comprendre, maintenant t'as pas le choix, tu vas conduire sur des règlements de compte, tu vas servir de pilote, comme ils appellent ça entre eux, et peu à peu, tu vas devenir toi-même un shooter, un charcleur, la première fois pour rembourser ta dette, et puis après tu seras payé pour ça. Et voilà, donc le caïd, en gros, lui met la pression, il se retourne contre lui finalement, c'est ça ? C'est ce que dit Matteo à sa petite amie. Après, il faut aussi rester prudent, car ça reste des déclarations faites par quelqu'un qui est en prison, qui cherche d'une certaine manière à se défendre aussi. Ce qu'on voit aussi dans le parcours de Matteo, c'est qu'il se filmait en montant sur des règlements de compte, en montant sur des assassinats, et qu'il semblait plutôt en rire. Il y a d'autres écoutes téléphoniques qui ont été interceptées par les policiers alors qu'il est en prison, où il semble plutôt content du statut que lui confèrent ses actes. Et le fait de se filmer, c'est quoi ? C'est parce qu'il est fier de ce qu'il fait, de ses crimes ? En tout cas, la vidéo où il se filme lui-même, vidéo qui a beaucoup tourné notamment sur les réseaux sociaux, où il explique qu'il va enchaîner les contrats, que c'est une dinguerie, comme il dit, et qu'il part assassiner un mec et que ça le fait rigoler. Oui, il semble que ça soit avant tout de la flagornerie à ce moment-là. Ouais. Le premier crime pour lequel il est inquiété par la justice et que vous racontez en détail dans votre livre, c'est celui d'un jeune présumé trafiquant, Ryan, qui a 23 ans. Là, Matteo lui tend un piège, clairement. Ryan, il tombe dans un guet-apens. On ne sait pas qui, mais quelqu'un lui demande « Attends, en bas de ton quartier à Aix-en-Provence, quelqu'un qui va venir te chercher pour une livraison dans un quartier de Marseille. »
Ryan est récupéré par deux hommes, Matteo et son pilote, comme il dit. Matteo prend soin de reculer énormément le siège où il est assis pour bloquer Ryan et lui permettre de se retourner très facilement. Parce que du coup, Ryan est obligé de se mettre derrière le conducteur, c'est Ryan ça? se met derrière le conducteur, il verrouille les portes, ils font attention à verrouiller les portes. Et pourquoi ça? Quel est le but de l'opération? Parce que le but, c'est d'assassiner Ryan durant le trajet vers Marseille, car Matteo est convaincu à ce moment-là que de tirer sur l'autoroute permettra d'éviter que tout le monde entende du bruit. Le bruit ambiant permettra de masquer le crime. Et là, Matteo a une très vieille arme. Matteo, il a un Colt 45 qui est une arme d'habitude fiable, mais oui, une arme qui date de la Seconde Guerre mondiale, qui a été produite en masse par les États-Unis à une époque. Et quand il se retrouve dans cette voiture, au bout de quelques minutes, tout se passe bien. Ce qui prouve aussi la froideur de son acte, c'est qu'il explique qu'il discute avec Ryan, qu'il s'allume un joint dans la voiture. Et à un moment, il sort son arme, il se retourne et il essaye de lui mettre une balle dans la tête. Mais là, l'arme s'enraye. Pardon. Oui, l'arme de Matteo s'enraye. C'est Matteo qui raconte cette scène qui est assez glaçante. Ryan, son premier réflexe, c'est pas de s'échapper, c'est de sortir son téléphone pour appeler quelqu'un et dire on essaye de me buter, je comprends pas. À ce moment-là, Matteo lui arrache le téléphone des mains et dit à la personne au téléphone: est-ce que c'est le commanditaire? Est-ce qu'il fait ça pour se moquer, entre guillemets? On ne sait pas. Mais il dit je suis en train d'essayer de le buter, mais mon arme déconne. Finalement, il lui rend son téléphone et à ce moment-là, l'arme marche et il lui met une balle dans la tête. Le deuxième crime pour lequel Matteo devra être jugé, c'est une tuerie, il n'y a pas d'autre mot, à la Morlette à Marseille. Raconte-nous ce qui s'est passé ce jour-là. La Morlette, c'est un point de deal assez connu de Marseille, pas très éloigné du centre-ville. À ce moment-là, il appartient au clan d'en face. Et Matteo a pour mission d'aller tuer n'importe qui sur ce point de deal pour impressionner, pour marquer des points, pour affirmer la stature de son gang. Il part donc en voiture, il est armé d'une Kalachnikov. Et là, il tombe sur un jeune homme, Mamadou. Il va lui courir après. Mamadou voit que Matteo a une Kalachnikov dans les mains, il essaye de s'échapper et Matteo lui dit non, t'inquiète pas, je viens pas pour te tuer, je viens juste récupérer le charbon, donc le produit. Mamadou s'arrête et là Matteo recharge son arme et là-bas de plusieurs balles de Kalachnikov et il l'achève au sol. Et l'enquête n'a pas du tout permis de montrer un quelconque lien entre ce Mamadou et le trafic. A priori, il n'y avait vraiment rien à voir avec le trafic. Matteo s'en prend aussi à un homme de 65 ans qui rentrait de faire sa prière, c'est ça? Oui, ça explique la folie meurtrière d'une certaine manière dans laquelle se trouve Matteo à ce moment-là. C'est qu'il voit un homme avec un tapis de prière sous le bras et il est convaincu que c'est une Kalachnikov. Donc il ouvre le feu, il lui tire dessus et c'est au moment où il va pour l'achever, il se met au-dessus de lui qu'il se rend compte que c'est pas une Kalachnikov mais que c'est un tapis de prière et donc là il prend la fuite. Et heureusement, cet homme, lui, va survivre à ses blessures. On l'a dit, il a été arrêté en avril 2023. Quand il est face aux enquêteurs, est-ce qu'il a des remords? Alors, ce qui est assez spectaculaire dans la garde à vue de Matteo, c'est que pendant des heures, il garde le silence, il veut rien dire, il dit non, droit au silence, comme un caïd. Et à un moment, c'est difficile de connaître les ressorts qui l'ont amené à faire ça. Il regarde l'enquêteur et lui dit allez, je vais tout te raconter. Et il lui raconte par le menu plusieurs meurtres pour lesquels il est auditionné à ce moment-là, tout en veillant bien à ne jamais dénoncer ses commanditaires. Et dans le cadre de l'enquête, il va être placé sur écoute, c'est-à-dire que quand il va appeler des gens depuis la prison, il sera sur écoute. Et à un moment, il y a ce dialogue assez hallucinant que vous racontez bien dans le livre. Il est avec son frère, il fait des calculs de possibles remises de peine et il s'imagine pouvoir sortir dans 7 ans, alors qu'il est soupçonné de 6 assassinats. Ça prouve le décalage total qu'ont certains de ces shooters avec la réalité. C'est que Matteo, il parle ce soir-là à son frère, et son frère lui dit c'est chaud quand même ce pourquoi t'es poursuivi, tu risques de passer de longues années en prison. Et non, Matteo lui dit non mais tu sais, ça va aller, regarde, je suis jeune, je vais prendre 20 ans, avec les remises de peine, dans 10 ans je suis sorti. Et il s'imagine déjà à sa sortie de prison louer une McLaren ou aller s'en prendre physiquement aux personnes de sa commune près d'Aix-en-Provence qui parlent mal de lui depuis qu'il est en prison.
Donc ça, c'est le cas un peu le plus emblématique, hein, dont on a le plus parlé dans le Parisien. Est-ce que les shooters, aujourd'hui, c'est devenu un système? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres cas comme celui de Matteo? Oui, c'est devenu quelque chose de très commun. Les shooters, c'est de la main-d'œuvre remplaçable presque à l'infini pour les clans criminels. Et effectivement, c'est devenu quelque chose, un mode opératoire naturel pour les clans criminels, dont les grands patrons ne règlent plus leurs comptes eux-mêmes, mais font régler par des petites mains les différends qu'ils ont avec d'autres clans criminels. On a dans le livre, on raconte un jeune qui a 18 ans, je crois que c'est le lendemain de son anniversaire, il part en Espagne pour tenter, heureusement ça a échoué, mais pour tenter d'assassiner un homme, et il explique en garde à vue que c'est la première fois qu'il avait une arme et qu'il a fermé les yeux et qu'il a tiré sans trop savoir ce qu'il faisait. Des fois, apparemment, ces shooters ne savent même pas au départ manier les armes et ils vont chercher, par exemple, sur Internet, sur YouTube, comment faire. Il y en a qui regardent effectivement des tutoriels pour savoir se servir d'une arme. Mathéo, il explique que il n'a pas grandi dans un milieu où il a touché des armes toute sa vie. C'est pas quelque chose qu'il sait faire. Et pourtant, ça l'empêche pas de prendre une Kalachnikov, de la récupérer sur une voie ferrée pour aller rafaler un point de deal. Et le but pour les trafiquants qui ont recours à ces shooters, c'est de mettre une distance entre les crimes qu'ils pensent avoir besoin de faire et eux-mêmes, c'est ça, pour pas être inquiétés ensuite? Historiquement, les clans criminels, les gros voyous, ils réglaient leurs comptes eux-mêmes, ou alors ils faisaient assassiner un rival par un très proche lieutenant. Le vrai avantage qu'ont les shooters pour les réseaux criminels et pour les commanditaires, c'est que très souvent, ces jeunes hommes qui sont pas très importants dans le trafic ne connaissent pas vraiment leurs commanditaires. Ils ont un nom sur une messagerie cryptée qui leur promet 15 000 euros pour aller tuer, mais ils ne savent pas forcément eux-mêmes à qui correspond ce numéro de téléphone, à qui correspond ce pseudo, même s'ils ont parfois des idées. Ils savent vaguement pour qui ils travaillent, en tout cas pour quel clan ils travaillent, mais ils savent pas effectivement forcément qui se cache derrière, qui est au sommet de la pyramide de l'organisation. Et donc, ils représentent évidemment moins de danger pour ces gens-là. Et l'autre avantage, c'est qu'ils coûtent moins cher. Il y a 20 ans, un assassinat, même il y a encore 10 ans, un assassinat, ça valait 200 000 euros. Aujourd'hui, pour 15 à 30 000 euros, ces clans-là trouvent des tireurs. Et dans le livre, vous parlez aussi de la vie, la vraie vie des petites mains du trafic, donc qu'ils soient guetteurs ou vendeurs tout en bas de l'échelle de ce trafic. Il y en a certains qui sont, on a envie de dire, réduits à l'esclavage. Vous parlez par exemple du cas d'Ahmed, 15 ans, qui a grandi en région PACA, qui a été à Marseille pour aller sur un point de deal. Et là, vraiment, ce qu'il vit, c'est un enfer. Effectivement, on va parler de Ahmed dans le bouquin parce que Ahmed, il va tomber sous la coupe d'un homme qui est surnommé Mareko Scarla. C'est un jeune de Sarcelles qui s'est installé à Marseille et qui est devenu le gros patron d'un réseau de trafic de stupéfiants avant de devenir recruteur de tueurs à gages. Et ce jeune, qui est originaire de Sarcelles, il fait venir à Marseille, dans le quartier qu'il tient, de nombreux jeunes franciliens et d'autres du sud de la France pour venir trafiquer, pour servir de guetteurs, de petites mains, de petits vendeurs. Et effectivement, il y a chez ce garçon une barbarie. Et Ahmed va raconter aux policiers, quand il réussit à s'échapper du réseau, tout ce qu'il a subi. C'est notamment des coups de couteau sur la main en guise d'entretien d'embauche pour voir s'il est résistant, pour le tester, pour voir s'il est capable de résister à un clan rival ou à un interrogatoire. C'est un gamin qui raconte aussi qu'un jour, on lui a jeté la tête dans le feu. Enfin voilà, on est vraiment sur des actes de torture. Et cet ado de 15 ans, donc à un moment, il a même été violé par un lieutenant de Mareko Scarla. Et effectivement, un des lieutenants de Mareko, venu comme lui de Sarcelles, a été condamné pour le viol de ce guetteur. Un jour, dans une litanie de sévices, et il a sorti un couteau, l'a menacé, lui a posé sur la joue en lui disant: on est habitué à te mettre des coups de couteau, donc j'aurais pas peur de t'en mettre un. Et toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ta vie? Et il l'a contraint à lui prodiguer une fellation. Et le dealer Mareko Scarla, il est aidé par une femme dans le quartier de la Busserine, une femme qui est surnommée la sorcière, qui a une 60aine d'années. Est-ce que tu peux me parler de cette femme, la sorcière? Qu'est-ce qu'elle fait dans ce trafic? C'est effectivement un personnage à part qu'on évoque dans le livre, parce que des gens de cet âge-là, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est une femme qui a servi pendant un temps, même si elle a été relaxée sur ce point, de nourrice pour le clan de Mareko. Donc cacher de la drogue? Voilà, cacher de la drogue et des armes, en l'occurrence. Elle avait été arrêtée, mais elle
a été relaxée, parce que visiblement elle était plus ou moins contrainte de le faire. Et suite à ça, elle est devenue la logeuse de toutes ces petites mains engagées par le réseau de Maréco. Et elle était à l'avenant du reste du réseau. Elle ne leur donnait qu'un verre d'eau pour deux à se partager pendant la nuit. Le matin, ils avaient le droit à un demi-cookie avant d'aller travailler. Et surtout, régulièrement, elle dénonçait le moindre guetteur qui avait des velléités de départ était dénoncé au patron du réseau. Dans ce milieu, on dirait que certains crimes sont vraiment faits pour frapper les esprits. Il y a notamment un triple meurtre qui se produit à la fin 2020, à la fin du mois de décembre 2020. Et l'une des victimes est retrouvée début janvier et son corps a carrément été démembré. Il est retrouvé dans une voiture, mais il a été coupé en morceaux. Effectivement, les policiers ont parlé à ce moment-là, et c'est un terme qui revient beaucoup ces dernières semaines quand on évoque la DZ Mafia, de mexicanisation. La mexicanisation, c'est certes l'emprise des cartels sur la société, mais c'est aussi l'ultra-violence qu'ils déploient pour imposer leurs lois. Et effectivement, Marseille commence à connaître ça. On a vécu ça effectivement juste avant Noël 2020. C'est trois jeunes qui sont des trafiquants qui sont abattus par des rivaux. Il y en a deux qui sont abandonnés dans une voiture qui est incendiée sur l'autoroute. Et le troisième est ramené dans un box à Marseille. Il est effectivement découpé à la feuille de boucher avant que son corps soit abandonné sur les hauteurs de la Castellane et incendié. Et preuve du retentissement, même si c'est ancien, à l'époque, et c'est assez rare pour être souligné, la préfète de police de Marseille et le procureur s'étaient déplacés en personne sur cette scène de crime qui, on peut pas dire est devenue commune, mais en tout cas qui a infusé dans les esprits et semble aujourd'hui presque banal par rapport aux horreurs de la DZ Mafia. Et maintenant, la justice marseillaise a inventé un nouveau mot pour parler de tous ces crimes, c'est les narcomicides, du mot narcotique. C'est quoi les narcomicides et pourquoi on utilise ce terme d'abord ? Je pense que c'est la procureure Dominique Laurence, l'ancienne procureure de Marseille, qui a lancé ce terme. Et je pense que sa volonté, à ce moment-là, était d'expliquer que la majorité des homicides commis dans sa ville, à Marseille, étaient liés au narcotrafic. Ce ne sont pas des bagarres entre cités rivales, ce sont vraiment que des homicides liés au trafic de stupéfiants. Oui, donc c'est pas forcément des règlements de compte, parce que souvent on utilise le terme règlement de compte. Maintenant, c'est dans la logique plus le bon policière. Dans la logique policière, pour qu'un règlement de compte soit comptabilisé comme un règlement de compte, il faut que la victime soit liée au grand banditisme. Donc historiquement, ça concernait les voyous célèbres et très importants, très haut placés dans la hiérarchie criminelle. Là, sur les 49 abattus en 2023 à Marseille, il y a quelques victimes collatérales et surtout il y a de très jeunes hommes qui sont pas ou peu, qui sont impliqués dans le trafic, mais à un très petit niveau. Ce sont pas des pontes, ce sont des petits guetteurs qui prennent 150 € par jour. C'est vraiment des petites mains du trafic. Et tu parlais de la DZ Mafia, c'est le plus gros gang de trafic de drogue actuellement dans la région de Marseille. Il y a eu beaucoup d'actualités là-dessus, on va y revenir. Mais justement, restons sur les victimes collatérales dont tu parles. Vous parlez de plusieurs cas en détail dans le livre. Il y a d'abord Fayed, 10 ans, le 21 août 2023, il a été tué alors qu'il était avec son oncle. Il rentrait d'une sortie dans la voiture avec son oncle. Il rentrait chez lui tout simplement et il a été tué. Raconte-nous ce qui s'est passé là. Fayed, c'est un petit gamin de 10 ans qui habite dans le quartier Pisevin à Nîmes. C'est un quartier sensible, difficile, connu pour être un point de deal important de Nîmes. Ce soir-là, Fayed, il rentre avec son oncle en voiture, comme il le fait tous les soirs. Et il y a des hommes, des Marseillais, qui sont venus à Nîmes en renfort du clan rival de Pisevin, qui cherche à prendre le quartier, qui ouvre le feu dans le quartier, sans distinction, juste ils rafalent. Et la seule victime tragique de ce jour-là, c'est Fayed, un gamin de 10 ans, qui reçoit une balle, effectivement, de Kalachnikov. Et ce qui est assez troublant dans cette affaire-là, c'est que, et ce qui démontre que ces shooters n'ont assez peu conscience des risques, c'est que pendant 3 jours, tous les médias, les CRS sont envoyés à Nîmes. Je crois que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se déplace sur place. Ce qui n'empêche pas les shooters, 3 jours plus tard,
de revenir dans le quartier pour terminer leur mission, parce que finalement leur mission est un échec. Ils n'ont pas tué un dealer, ils n'ont pas tué un guetteur, ils ont abattu un pauvre gamin qui avait rien à voir dans l'histoire, mais ça les empêche pas de revenir 3 jours plus tard pour cette fois assassiner un guetteur. Il y a une autre victime collatérale de ces trafics, de ces shooters dont on a beaucoup parlé, et c'est vraiment un cas qui a touché la France entière. C'est la mort de Sokaina, cette étudiante en droit de 24 ans qui a été tuée chez elle dans la cité Saint-Is à Marseille. Elle était en train de réviser, elle voulait devenir avocate, elle avait repris ses études pour devenir avocate. Elle était chez elle au 3e étage dans sa chambre. Comment est-ce que c'est possible une telle erreur de la part des tireurs? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est chez lui au 3e étage peut être touché par ces tireurs? Alors il y a une réponse qui paraît peut-être très basique, mais qu'on comprend quand on découvre ce dossier, c'est l'âge du tireur. Le tireur, il a 15 ans. C'est un gamin d'une famille de trafiquants du quartier. On ne sait pas vraiment pourquoi, certainement pour impressionner, une forme de coup de force. Ce soir-là, il prend une Kalachnikov et il vise un point de deal. Et effectivement, des balles s'envolent parce que c'est un gamin de 15 ans qui est pas un professionnel des armes, qui est pas un malfaiteur ou un tireur chevronné ou aguerri comme c'était le cas à une époque avec des braqueurs de fourgons ou des gens qui étaient habitués à tirer. Lui, il prend une Kalachnikov et il tire. Et ben une Kalachnikov, quand on tire avec le poids de l'arme, avec la violence de ces tirs, et ben les tirs partent vers le haut. Et malheureusement, ce jour-là, il y a une balle qui a traversé l'appartement de Sokaina et pour finir par la tuer. Tu l'as dit, il y a eu 49 narcomicides à Marseille en 2023 et une vingtaine depuis le début de l'année 2024. On dit souvent que les policiers sont à la traîne, courent après les trafiquants qui n'ont pas assez de moyens, etc. En même temps, ce qui frappe vraiment quand on lit ton livre et votre livre, c'est le fait que souvent, les voitures des trafiquants sont balisées, ont des balises cachées, sont parfois même sonorisées. On sent vraiment que les policiers sont sur eux, vraiment les traquent le plus possible. Il y a un constat qui est souvent mis en avant par la police et la justice marseillaise, c'est le taux de résolution de ces homicides. Énormément de ces homicides sont résolus. Notamment parce que les shooters sont des jeunes peu expérimentés, qui brouillent assez mal leurs traces, qui n'ont pas la prudence de leurs aînés concernant les téléphones. On a un exemple, c'est trois jeunes qui partent en Espagne pour abattre quelqu'un. En l'occurrence, ils l'ont raté, ils l'ont gravement blessé, mais ils l'ont raté. Avant de partir tuer leur cible, ils se prennent en photo. Ils font un selfie avec les Kalachnikov dans la main. Certes, ils sont cagoulés, mais sauf que ces images à se retrouver sur le téléphone d'un des tireurs. Donc, ils sont peu expérimentés. Donc, les meurtres, oui, sont résolus. Mais le problème, c'est aussi ce qu'on disait au départ, c'est qu'il y a tellement de main-d'œuvre qu'ils ne peuvent pas suivre tout le monde. Ils ne peuvent pas suivre tous les jeunes guetteurs et petits dealers de 15 à 25 ans qui potentiellement peuvent un jour basculer et devenir shooters pour ces cartels. Et ils peuvent basculer très vite aussi. C'est un peu comme en matière de terrorisme, comme on a vu malheureusement ces dernières années. Ça peut se faire très vite, en quelques mois. L'un de ces jeunes peut basculer. Oui, et il y a un autre lien qu'on fait dans le livre avec le djihad. C'est cette notion de groupe. Cette notion d'appartenance à quelque chose, c'est quelque chose qui ressort beaucoup chez Matteo. On sent que chez lui il y a évidemment l'appât du gain, chez tous il y a l'appât du gain, c'est une évidence. Parfois l'appât du gain pour rembourser une dette, parfois l'appât du gain simplement pour rêver de s'acheter une voiture. Enfin c'est vraiment des choses assez basiques, mais ils ont aussi en commun ce besoin d'appartenir. C'est vraiment le cas chez Matteo, ce besoin d'appartenir à un clan, ce sentiment que oui, aujourd'hui, les clans criminels peuvent être un peu une famille pour eux. Et il y a un phénomène inquiétant qu'on comprend en te lisant et dont on parle aussi assez régulièrement dans Le Parisien, c'est la corruption, des cas de corruption. Donc c'est vraiment quelques individus, ce n'est pas massif, mais qui peut jouer au sein de la police, au sein de la justice. Par moment, les dealers peuvent avoir de l'aide. En tout cas, à ce stade, pour le coup, la DZ Mafia, il n'y a pas d'affaire de corruption d'établie. Ça, c'est une certitude. Par contre, on sait que la majeure partie des donneurs d'ordre de la DZ Mafia sont aujourd'hui en prison. Et pourtant, ils continuent de diriger leur trafic. Ils sont notamment quasiment tous équipés de téléphones. Certains sont équipés de téléphones alors qu'ils sont à l'isolement, donc dans un régime carcéral qui est censé être
plus strictes et priver de la détention normale, donc priver des échanges qu'ils peuvent avoir avec un petit détenu à qui on donne 100 balles pour avoir un téléphone portable. Donc là, il y a forcément de l'aide de la part des détenus pour leur donner des téléphones, Alors, des routeurs. il y a de l'aide de la part de détenus, très certainement, mais on ne peut pas penser que parfois il n'y a pas aussi de l'aide de la part d'agents de l'administration pénitentiaire. C'est une évidence. On revient dans le livre, on en avait longuement parlé dans Le Parisien, mais on revient dans le livre encore plus en détail sur l'évasion de Mohamed Amra. Et on raconte que ce qu'on avait trouvé dans sa cellule, Mohamed Amra, il a passé 6 mois à la santé, on a trouvé à la prison de la santé, on a trouvé 9 téléphones portables dans sa cellule en 6 mois. On a trouvé 2 fois des narguilés. Les autorités peuvent dire ce qu'elles veulent sur le côté oui, mais les téléphones portables à la santé c'est compliqué, ils sont jetés depuis l'extérieur au-dessus des murs de la prison. Bon, dont acte. Un narguilé, si on le jette par-dessus les murs de la prison, en général, il éclate. C'est plus compliqué. Mais du coup, les commanditaires de ces shooters dont on parle, en fait, ils sont très souvent déjà en prison, c'est ça? Il y en a plusieurs, oui, qui sont déjà en prison. Certains sont certainement à l'extérieur, mais aujourd'hui, on peut penser que les cadres de la DZ Mafia, peut-être qu'un de ses membres, un de ses chefs est à l'étranger. Il semble avoir pris un peu de recul ces derniers mois et il semble que oui, la DZ Mafia est aujourd'hui dirigée depuis la prison. Vincent, juste avant la sortie de ton livre, 2 nouveaux narcomicides se sont produits à Marseille. Le 2 octobre d'abord, le corps d'un ado de 15 ans a été retrouvé en partie brûlé. Oui, c'est un gamin qui avait visiblement été employé par une fois encore un détenu incarcéré. Il se revendique de la DZ Mafia, mais il faut rester très prudent sur ce détenu qui a un profil psychiatrique assez particulier. Mais effectivement, ces 2 gamins de 15 ans qui sont envoyés pour tirer et incendier la porte d'un rival. Et un des 2 gamins de 15 ans s'est fait effectivement attraper avant de pouvoir passer à l'acte. Et il a été lardé de 50 coups de couteau avant d'être, selon les mots du procureur de Marseille, brûlé vif. Ce qui revient à ce qu'on disait un peu plus tôt sur la mexicanisation. Il y a une barbarie dans les crimes aujourd'hui qui est assez effroyable. Et le deuxième crime du week-end est tout aussi effroyable. C'est le même commanditaire qui engage un gamin de 14 ans pour aller venger ce qui s'est passé la veille. Et sauf que ce jeune de 14 ans, dont les 2 parents sont en prison, qui est censé être par ailleurs sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance, il se retrouve, et ça prouve l'amateurisme, encore une fois, de ces shooters, il se retrouve à prendre un VTC pour lui demander de l'emmener sur un point de deal. Et le VTC, pour tuer quelqu'un sur ce point de deal, et le VTC refusant, il lui met une balle dans la tête. Le mercredi 9 octobre, on voit apparaître sur les réseaux sociaux une vidéo qu'on a fait le choix aux Parisiens de ne pas diffuser. On voit des hommes en noir, cagoulés, qui se revendiquent de la DZ Mafia. Toi qui as vu cette vidéo, est-ce que tu peux quand même nous la décrire ? On a effectivement une dizaine d'hommes cagoulés qui ne sont pas armés. C'est peut-être la seule différence avec ce qu'on a pu voir dans le passé, avec notamment les groupes terroristes corses comme le FLNC qui étaient habitués à ce genre de mise en scène. Et effectivement, un homme lit un texte, il affirme être la DZ Mafia, en tout cas parler au nom de la DZ Mafia, et il prend ses distances par rapport aux 2 crimes qu'on vient d'évoquer, commis quelques jours plus tôt, en disant ce ne sont pas nos méthodes, nous on ne veut pas de gamins si jeunes que ça. Il y a un côté assez surréaliste en réalité dans cette vidéo, parce qu'on a une organisation criminelle, des trafiquants, qui revendiquent leur existence, alors que par nature, les organisations criminelles sont plutôt clandestines. C'est d'ailleurs la différence avec le FLNC notamment, qui avait une vocation politique et donc qui pouvait revendiquer son existence. Ouais. Là, il démente avoir un lien avec ces crimes, mais en même temps, c'est une façon justement de se revendiquer, ce que tu dis. Ils revendiquent leur existence, en tout cas. Ils revendiquent d'être aujourd'hui un acteur marseillais important qui peut dire « oui, ça on l'a fait, c'est vrai, c'est nous, il n'y a pas de difficulté. Mais ça, c'est pas nous, ça, on n'a rien à voir avec ça. » Et beaucoup de policiers disent que c'est un vrai basculement, cette vidéo, parce que, oui, qu'un clan criminel revendique son existence, c'est pas si fréquent en France. Les policiers à qui tu as parlé, justement, de ça, ils te disent quoi? Enfin, ils sont dans quel état d'esprit, là? Le mot qu'ils utilisent, c'est réellement basculement. C'est réellement, ils ont le sentiment que il y a une notion de toute puissance qui ressort de cette vidéo. Voilà, encore une fois, qu'un clan criminel disent on existe, on est présent à Marseille, mais ça c'est pas nous,
ça veut dire que tout le reste, c'est eux. On sait qui est à la tête de la DZ Mafia. Tu parlais tout à l'heure d'un homme qui est en Algérie actuellement. Effectivement, le nom de Tic, Mehdi Laribi, a longtemps été accolé à la tête de la DZ Mafia. Il se dit ces dernières semaines que soit il aurait été supplanté, soit qu'il aurait pris du recul, et que aujourd'hui les hommes qui dirigent ce cartel, ce qu'on peut décrire comme un cartel, sont 3 hommes en prison dans le sud de la France. Et parmi eux, il y a notamment une personne qui est mise en cause pour le triple assassinat dont on parlait tout à l'heure, qui avait fini par une scène d'horreur lorsqu'un homme avait été découpé. Ce trafic, il génère combien d'argent ? C'est quel type de somme ? Des dizaines de millions d'euros ? Par nature, c'est clandestin, donc c'est évidemment très, très dur à dire. Ce qu'on sait, c'est que certains points de deal à Marseille peuvent rapporter plus de 50 000 euros par jour, que la DZ Mafia en a plusieurs, qu'elle a aussi désormais des implantations dans d'autres villes. On parle de Nîmes, on parle d'Aix-en-Provence, on parle d'Avignon, on parle même parfois de Dijon, voire de Rennes, où les inscriptions DZ Mafia apparaissent. Donc non, c'est évidemment, comme toute organisation criminelle, c'est évidemment très compliqué de dire combien elle représente aujourd'hui financièrement. Ils ont des liens avec l'étranger aujourd'hui ? Ça s'étend, y compris à l'étranger ? Les enquêteurs pensent effectivement qu'il y a aujourd'hui des liens assez ténus avec des organisations criminelles, notamment belges, hollandaises, et qu'ils ont aussi très certainement des liens avec des organisations italiennes dans ce qui concerne l'importation de stupéfiants. Merci Vincent Gautrono. Je redonne le titre de ton livre Tueur à gages, enquête sur le nouveau phénomène des shooters, livre que tu as écrit avec deux autres faits diversiers du Parisien, Jean-Michel Lécugis et Jérémy Famelet. Vincent Gautrono, on peut donc te lire dans ce livre, puis aussi presque tous les jours sur Le Parisien, donc sur leparisien.fr. Merci.